Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinar. Je suis Caroline Vong-Legrand, responsable marketing chez WAM. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Pour celles et ceux qui nous découvrent, quelques mots rapidement sur WAM. Notre aventure a commencé en 2000 avec l'invention de la fameuse WAM-Key, notre dispositif devenu culte et iconique, pensé par un dentiste, le Dr Muller, pour les dentistes. Cette innovation a posé les bases de ce qui fait encore l'ADN notre ADN aujourd'hui, des solutions simples, utiles et vraiment pratiques au fauteuil. Mais WAM, ce n'est pas que la WAM-Key. Nous proposons aujourd'hui plus de 1000 dispositifs en endodontie, en restauration, en paro, implanto et chirurgie. Tous sélectionnés pour apporter une vraie valeur ajoutée dans votre pratique quotidienne. Et justement, le thème de ce soir en est un parfait exemple, les inserts à ultrasons en endodontie. Trop souvent limités au détartrage, ils peuvent pourtant devenir un allié précieux à chaque étape du traitement, à condition de bien choisir et de bien s'organiser en fonction de leurs usages. Pour partager ces meilleurs tips cliniques, nous avons la chance d'accueillir ce soir le docteur Geoffrey Lacurie, chirurgien dentiste passionné d'endo, qui pratique l'ultrason au quotidien et qui sait transmettre des conseils concrets, simples et immédiatement applicables. Juste avant de passer la parole à Geoffrey, lors de la présentation, vous pourrez poser toutes vos questions dans la partie conversation qui se situe normalement au-dessus de l'écran partagé. Et nous y répondrons lors de la séance questions-réponses en fin de présentation, on va dire un peu plus théorique. Geoffrey, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Voilà, et la scène Heu, est à toi. Je te laisse la parole. allez, c'est parti. Donc comme l'a dit Caroline, moi j'utilise beaucoup les ultrasons. J'ai une activité, exclusive endodontie. Je fais que ça et c'est vrai que les ultrasons, c'est, quelque chose que j'utilise systématiquement dans tous mes traitements. Heu, c'est j'ai Quand je me suis mis à l'endodontie, je m'y suis mis un peu par moi-même et j'ai donc testé beaucoup de choses pour définir mes protocoles, ce que j'utilisais et tout. Et j'ai mis du temps et j'ai eu du mal à intégrer les ultrasons parce que j'avais personne pour me guider. Et ce que j'espère en fait faire ce soir avec ce webinaire, c'est vous aider à intégrer facilement ça dans votre pratique parce qu'en fait c'est très très efficace. C'est assez simple à intégrer et ça va vous apporter quand même beaucoup en endo. Donc, Tu as coupé ton micro, Geoffrey, on t'entend plus. Geoffrey, attendez. hop, ça Ah voilà, remarche? c'est bon. Oui, c'est bon. Juste la slide précédente, voilà, tu avais coupé Voilà, le micro OK, sans faire exprès, à mon avis, ouais, en switchant les slides. c'est ça. Merci. Donc, globalement, tout le monde a dans son cabinet, un générateur à ultrasons. Tout le monde fait, des détartrages. Donc l'outil de base, tout le monde y a accès. Plus ou moins parce qu'il y a des marques plus ou moins compatibles. Moi, celui qu'il y a sur la photo, c'est celui que j'utilise, c'est le D600. C'est un appareil assez simple, hein, mais franchement, ça fait parfaitement le boulot. Il n'y a pas besoin d'avoir un équipement qui soit, très, très, très puissant ou très efficace pour pouvoir utiliser des inserts d'endo. Le truc, c'est que beaucoup de monde a ça dans son cabinet, mais ne s'en sert pas pour faire autre chose que des détartrages et c'est un peu dommage quand même. Alors historiquement, c'est vrai que le coût des inserts à ultrasons était très élevé. Moi, j'ai souvenir quand j'ai commencé à m'y intéresser d'avoir des inserts à 150 € pièce. Alors c'est sûr qu'à ce prix-là, on réfléchit 2 fois avant de s'en servir et puis, généralement, on sort jamais du tiroir. Puis on en a qu'un en plus parce que c'est trop cher. Et ça fait partie des grosses limites qui maintenant n'en sont plus. Alors on va passer vite fait sur le fonctionnement des ultrasons. On a, une action mécanique qui est due à la vibration de l'insert. On peut avoir du balayage, du martèlement. Alors là, ça va dépendre un peu du système qu'on utilise. Moi, celui que j'ai, il fait un mouvement, de va-et-vient, donc on a assez facilement on sait dans quel sens ça va marteler, dans quel sens ça va balayer. Il y a des systèmes où c'est, pas du va-et-vient, où c'est plutôt, un mouvement elliptique. Bon, c'est un peu différent, mais ça change pas fondamentalement. En endo, c'est pas très important. Les paros accordent beaucoup d'importance à ça. En endo, on s'en fout un peu, en fait. Le phénomène d'abrasion est le phénomène qui va nous intéresser principalement, puisque c'est ce qui nous permet donc d'enlever de la matière et c'est ce qu'on va chercher avec les inserts à ultrasons.
L'élévation de température, l'effet thermique est intéressant, à la différence des paros qui, eux, ne veulent surtout pas avoir cet effet-là pendant qu'ils détartrent, ou qui vont faire des surfaçages ou des interventions en sous-gingivale, c'est que nous, on va se servir de cette augmentation de température, elle nous sert beaucoup. Et puis on va voir aussi des effets qui sont liés à l'irrigation associée, le rinçage déjà, bon, pour enlever les cochonneries, les microcourants, puis la cavitation, qui là apporte aussi beaucoup dans une des actions principales des ultrasons, c'est l'activation. On va en parler un peu après. Alors, le principal avantage, c'est la visibilité. Quand on travaille avec des ultrasons, on n'a pas la tête du contre-angle au milieu. Là, vous avez deux vues en haut d'à peu près la même situation au microscope. On voit nettement la différence entre une tête de contre-angle qui prend tout le champ visuel et un insert à ultrasons qui est déporté par rapport à la pièce à main, où on voit très bien ce qu'on fait. Euh, L'autre chose aussi, c'est qu'on va finalement pas travailler à la même échelle. Entre un insert à ultrasons et une fraise, on a un facteur de 1 pour 10. On va être beaucoup plus précis, on va travailler aussi beaucoup moins vite, ce qui n'est pas forcément un avantage, hein, bien sûr, mais on va pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas facilement faire avec des fraises. Et puis, on a des possibilités uniques qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec des ultrasons. Alors, j'ai mis un peu de tout sur cette photo, j'ai triché un peu parce qu'il y en a un, c'est un truc de piezo. Mais par exemple, là, vous avez un insert de Chira rétro. Ça, c'est pas un mouvement qu'on peut obtenir avec une fraise. Vous avez un insert de préparation qui permet de préparer diamanté d'un côté, lisse de l'autre pour ne jamais abîmer l'élément sur lequel on s'appuie. Vous avez un insert là qui sert à faire rentrer les inlays quand on veut les coller avec du compo un peu rigide. Enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes à faire avec les ultrasons. On va pas parler de tout ça, mais on va parler de l'endo. Les inconvénients des inserts à ultrasons. Le premier point, ça c'est un peu personnel, c'est que je trouve qu'on ressent quand même légèrement moins les choses qu'avec une fraise. Ces vibrations-là, ça perturbe un peu le sens tactile. C'est pas grave, on s'y adapte, mais il faut pas se faire surprendre quand même. Des fois, on a l'impression que ça travaille pas et ça travaille. Il faut se méfier. Le coût des inserts, qui était le principal inconvénient, et qui maintenant n'en est plus un. On trouve maintenant des inserts de parfaite qualité à des prix très raisonnables et des prix qui sont cohérents avec ce que ça coûte, hein. Les inserts à 150 euros, je pense personnellement que c'est pas justifié. Maintenant, vous trouvez des inserts qui sont fabriqués aussi bien que ces inserts-là, à des prix entre 20 et 25 euros. On est un peu plus cher qu'une bonne fraise, mais il ne faut pas oublier que c'est du réutilisable, hein, ça s'utilise beaucoup. Au final, à l'utilisation, ça revient bien moins cher que pas mal d'autres choses qu'on va utiliser en endo. Un des principaux problèmes aussi, c'est quand on commence à s'y intéresser, c'est qu'il y en a beaucoup. Là, j'ai pris la liste des inserts disponibles chez WAM. Euh, on tape insert, on DTO Woodpecker, 347 références. C'est énorme. Pour s'y retrouver, c'est difficile. Il y en a plein, ils ont plein de formes, ils se ressemblent, on ne sait pas trop comment on s'en sert, on ne sait pas trop comment on les règle. Et c'est pour ça principalement que je fais cette présentation, parce que ben, moi j'ai testé des trucs, il y a des trucs qui m'ont plus ou moins plu, donc je vais vous donner ma vision, ce que j'utilise moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous, mais ça va vous permettre peut-être de commencer à vous lancer, essayer des choses et voir si après il y a des choses que vous voulez modifier par rapport à votre propre pratique. Donc, à quel moment c'est utile en endodontie d'utiliser les inserts? Ben, en fait, c'est utile à quasiment toutes les étapes de la dépose de prothèse, en passant par la cavité d'accès, pour la désobturation. Alors pour la préparation en elle-même, finalement, non, pas tant que ça. Ensuite, on va s'en servir en activation, une fois que la préparation est finie, pour l'obturation, puis pour nettoyer la cavité. Et on va pouvoir s'en servir pour des choses un petit peu plus spécifiques et un peu plus complexes à mettre en œuvre. C'est la gestion des fragments d'instruments dans les racines qui sont fracturés. Et aussi en chirurgie endodontique, c'est quasiment indispensable. C'est même indispensable. Donc le premier point, ce que je vous conseille très fortement, c'est de faire des kits, toujours les mêmes, avec toujours les mêmes inserts dedans. Ça va vous faire gagner du temps parce qu'il n'y a rien de pire que de chercher dans un tiroir, sous chassé de sté, des inserts rangés à l'unité. On les trouve jamais, on met un temps fou pour les trouver. Ça va vous permettre de ne jamais vous faire jeter des inserts par votre assistante, parce que bah, y en a un nombre défini dans le kit. Quand ça sort du plateau, quand ça repart en sté, bah, il faut qu'il y ait le même nombre dans le kit. Ça évite comme ça d'avoir des pertes. Ça va vous permettre d'avoir une gestion des stocks plus simple. Vous avez un nombre d'inserts défini, vous avez un ou deux d'avance au cas où ils pètent. Voilà, c'est quand même plus simple que de savoir ce qui reste, ce qui a besoin, ce qui n'a pas besoin. Euh,
pour ma part, c'est ce qui m'a permis de vraiment organiser ça dans ma cassette d'endo, parce que je travaille avec des cassettes maintenant. J'ai à chaque fois un kit, toujours le même. euh, et j'utilise que ces instruments-là. Et ça m'a permis de fluidifier énormément le flux de gestion des inserts. Parce que les objets de cette taille, ça va souvent à la poubelle. Donc je me suis fait mon propre kit et c'est ce que je vais vous décrire maintenant. Il y avait 6 cases, moi j'ai voulu en mettre 6. Et je vais donc vous dire ce que j'ai choisi de mettre. Alors le premier, j'ai mis un insert pour la dépose de prothèse. Il y en a deux dans les références, il y a le G7 ou le G8. Alors vous verrez qu'à chaque fois, il y a marqué G7 ou GD7. Ça dépend en fait si votre pièce à main va être compatible Satellec ou EMS. Le GD7, c'est pour Satellec. Le G7, ça va être pour EMS. En fait, c'est le pas de vis qui est différent. Ça va être à vous de voir en fonction du matériel que vous avez, quel est celui qu'il faut prendre. Je me suis déjà trompé dans des commandes et j'ai quelques G scandés en stock dans mes placards. Bon, ça arrive, hein. Mais il ne faut pas se tromper, sinon ça ne marche pas, hein. Donc, le G7 ou le G8, ça va être des inserts qui ont été créés pour la dépose de prothèses. Alors, le G7 est proposé pour les coiffes, il n'a pas tout à fait cette forme, il est un peu plus courbé. Le G8 est un petit peu plus droit. J'ai testé les deux, j'ai pas vu vraiment la différence. Moi, j'ai mis des G8 dans mon kit, dans mes kits, et ça me permet de déposer, je l'utilise systématiquement, on dépose in-core. C'est des inserts qui sont très robustes, très massifs. On met plein de tubes avec, 100%. Les vibrations G, ça c'est pour ceux qui ont des appareils où vous pouvez influer sur le type de vibration. Donc il faut mettre les vibrations les plus puissantes. Et ça s'utilise généralement sans irrigation. Alors quand ça chauffe trop, on met de l'irrigation quand même pour refroidir la pièce et pas tout brûler. Mais voilà, c'est des inserts qui travaillent très très fort. Et je vous mets une petite vidéo. Alors là, on est sur une dent où j'ai coupé l'innécor en deux parties parce que si je me souviens bien, il y avait une clavette. Et on va venir se positionner avec l'insert, plein de tubes, ça casse les oreilles. Et appuyer. Moins il fait de bruit, mieux c'est. Ça veut dire qu'il transmet d'énergie. Et on a l'insert, on a l'innécor qui va se décoller tranquillement. Voilà. Et on peut faire pareil de l'autre côté. Alors moi j'ai un D600, c'est un appareil qui n'est pas spécialement puissant. J'ai découvert qu'il y en a des plus puissants que ça. Toutes les valeurs de réglage que je vous mets sont des valeurs de réglage par rapport à ce que j'ai pu tester avec mon matériel. Il faut savoir que quand on parle de réglage, on parle en fait de réglage sur ce que va être capable d'encaisser l'insert sans casser trop vite. C'est-à-dire que ça ne dépend pas vraiment de ce qu'on veut lui faire faire. Si vous avez un appareil nettement puissant, notamment la PB, je crois, de chez Woodpecker, vous aurez tendance à baisser un peu les réglages par rapport à ceux que je mets, parce que vous risquez d'avoir les inserts qui se fracturent facilement. Mais par contre, sur celui-ci, c'est toujours plein de tubes. Et d'ailleurs, c'est encore plus impressionnant cet insert-là quand on utilise un générateur plus puissant, parce que vraiment, il va arracher les in-core, c'est assez impressionnant. Bon, déjà, ça marche très bien. Là, par exemple, on a la dépose d'un in-core sur une Prémo, alors un in-core qui était très très bien ajusté. Bah, il a fallu quand même que je fraise, que j'élimine des contraintes, jusqu'à réussir à le mobiliser et à le faire sortir. Parce qu'on avait un in-core voilà, qui était anatomique, très peu de degrés de liberté. Bah, ça a été un petit peu plus compliqué à déposer, mais j'ai réussi à le sortir au final. Donc des fois, c'est pas aussi simple que ça. Mais ça finit toujours par venir. L'avantage de cette technique-là, c'est que vous ne risquez jamais de fracturer une racine. Les inserts suivants que j'utilise moi dans mon kit, alors il y en a deux, ils vont me servir à travailler la partie cavité d'accès, c'est-à-dire qu'on va travailler là jusqu'aux entrées canalaires avec ces inserts. J'en ai mis deux différents parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même fonction. Et principalement aussi parce que les inserts diamantés, ça reste des inserts qui sont fragiles et qui perdent facilement leurs diamants. Donc dans les situations où je risque de perdre mes diamants et où j'ai pas forcément besoin du fait qu'ils soient diamantés, je vais plutôt utiliser l'autre. Mais ils sont très complémentaires les deux et ils se ressemblent pas mal quand même. Donc le E3D, c'est un insert qui ressemble à une fraise cylindro-conique, hein. Il offre une très bonne visibilité, il vibre quand même bien. Euh, la partie diamantée est très intéressante parce qu'il va avoir quand même il va travailler très bien sur tout le côté qui est diamanté et on va pouvoir s'en servir un peu comme dans une fraise de préparation de prothèse. C'est-à-dire que quand on va vouloir élargir la cavité d'accès, on va pouvoir vraiment travailler sur la paroi sur une longueur importante et il va bien enlever de la matière. Ça reste très très lent par rapport à une fraise, hein, mais
il va nous permettre quand même de bien dégager les éléments. On peut l'utiliser avec ou sans eau. Attention, quand il chauffe, il perd les diamants relativement facilement, hein. Mais de toute façon, c'est comme une fraise. Donc celui-ci, c'est pas celui qu'on va quand même le plus stresser. Si sa puissance 60 à 70%, généralement, aller au-delà, c'est prendre le risque qu'il s'abîme. Vibration, il faut quand même des grosses vibrations avec. Le E18, qui est un petit peu plus fin, et qui lui a des espèces de petites lames, des petites stries, travaille quand même un petit peu sur la paroi, un petit peu moins bien quand même que l'autre. Lui, je vais plus m'en servir en travaillant de la pointe, il va me servir plus à descendre verticalement. Il est plus résistant globalement que le 3D, même s'il est un petit peu plus fin. Du moins, il perd pas ses diamants, lui. On peut monter plus haut en puissance que 70%, il encaisse bien. C'est celui quand même que je casse le plus parce que c'est celui que j'utilise le plus. Et généralement, de temps en temps, ben, paf, il y a le bout qui pète. C'est pas grave. L'avantage quand on fracture un instrument de ce type, c'est qu'il n'est jamais coincé. Un petit peu de rinçage et il s'en va, quoi qu'on fasse avec. On ne peut pas être embêté par un insert à ultrasons qui se fracture. Ils servent beaucoup, notamment, ces instruments, pour la dépose de tenons fibrés. Là, on a un tenon en fibre de verre. Surtout celui-ci, le E18, hein, qui est vraiment pratique pour ça, parce qu'il est un peu pointu au bout, donc très précis. Et on s'en sert comme ça quand on veut déposer des tenons. On se met pile poil dans le tenon fibré, plein de tubes, ça va fumer. Ça, c'est bon, ça fait une bonne odeur d'ailleurs. Et puis on va se retrouver avec la fibre qui éclate. Et on va pouvoir descendre comme ça progressivement jusqu'à arriver au bout du tenon sans prendre particulièrement de risques. Alors on travaille à sec. Et puis après, un petit coup avec le spray. Et on retrouve un champ qui va être clair. Et on va pouvoir voir jusqu'où on est descendu. Voilà, un petit coup de soufflette. Alors là, évidemment, je suis au microscope, on voit bien. Mais j'ai très peu ouvert. Évidemment, quand vous allez travailler sans micro à l'œil nu ou au loop, vous ouvrez un petit peu plus, donc vous verrez bien quand même, et vous allez voir que vous allez pouvoir descendre jusqu'au bout du tenon sans trop de problème. Au bout d'un moment, on va voir la gutta qui va apparaître, si je me souviens bien. Et là, on aura fait l'essentiel du boulot. Voilà, mon assistante met un petit coup d'air de temps en temps pour éviter qu'il y ait trop de débris qui s'accumulent. On alterne avec ou sans eau. Avec de l'eau, on voit rien, mais ça enlève les débris. Sans eau, ça chauffe, donc ça fracture la fibre. Et ça permet de travailler plus, mais on accumule les débris, donc on voit plus grand-chose. Et voilà, on va descendre progressivement jusqu'à arriver au bout du tenon. Alors je ne sais pas si j'ai mis jusqu'au moment où on voit la gutta. On va accélérer un peu. Et je pense que là, voilà, on a dépassé le tenon. On voit l'obturation qui est au fond. Donc, ensuite, les instruments que j'ai mis sont des instruments qu'on va utiliser plutôt au-delà des entrées canalaires. Et là, on va commencer à travailler dans les canaux. Alors, en désobturation, ça fait des miracles, les inserts à ultrasons, parce que tant qu'on n'est pas au-delà de la première courbure, un insert à ultrasons, ça va désobturer parfaitement bien, sans prendre le risque de se coincer, sans prendre le risque de casser. C'est réutilisable, donc au final, ça coûte nettement moins cher que des limes de désobturation. Et souvent, ça va permettre d'enlever la majorité du traitement, en ne laissant finalement que pas grand-chose à enlever, et donc en simplifiant beaucoup la désobturation. Il y a deux inserts que j'aime bien pour faire ça, c'est le E7 ou le E6. Alors il y en a un qui est plus long que l'autre. Globalement, le E7 est souvent trop long pour être pratique à utiliser, donc moi dans mon kit, c'est le E6 que j'ai. Et c'est assez rare qu'il ne suffise pas pour aller plus bas. Euh, Ce sont des inserts qui sont... portable. Pardon, Si on prend des clés. j'ai entendu du bruit. Donc ce sont des inserts qui sont relativement souples, ce qui permet de les précourber même. C'est très pratique pour ça. Quand on a besoin de travailler sur une paroi ou d'être un petit peu précis, on peut les précourber sans problème. Ils transmettent relativement peu de vibrations, donc ils ne sont pas très rapides dans leur travail et donc ils ne sont pas très risqués. Ceci dit, je vous conseille quand même fortement de ne jamais aller au-delà de ce que vous êtes capable de voir. Parce que ça reste un instrument qui va travailler sur la dentine quoi qu'il arrive, et on peut marquer des butées avec si on appuie.
ça va commencer à enlever de la matière et ça va finir par marquer une butée. Pour les vibrations, j'en suis peut-être un peu revenu. Je me rends compte qu'en G, ça marche quand même pas mal. Alors après, on risque de les casser un peu plus vite. Les vibrations, là, sont moins intenses en mode E, mais ça travaille aussi un petit peu moins. Généralement, je me mets à 30%. Ça me permet de les garder longtemps sans qu'ils cassent. De toute façon, vous allez les changer généralement avant qu'ils cassent parce qu'un instrument à ultrasons comme ça, quand il vibre, il perd toujours un petit peu de matière progressivement. Vous allez voir qu'ils vont s'émousser au bout, perdre en précision et au bout d'un moment, vous finissez par les changer parce qu'ils se dégradent en fait. Ensuite, on va parler d'activation. Alors là, je vais vous parler de quelque chose que je n'utilise pas parce que moi, j'ai un autre procédé d'activation qui est plus lourd à mettre en œuvre, mais à mon sens plus adapté dans ma pratique. Euh, mais pour l'omnipratique, c'est un excellent moyen de faire de l'activation à un prix tout à fait raisonnable. Alors l'activation, pour en reparler un petit peu, maintenant, dans les principes d'endodontie actuels, on considère que c'est l'étape primordiale du traitement endodontique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de mettre en forme les racines, c'est pas à ce moment-là qu'on va passer sur l'obturation. Il va y avoir une étape d'irrigation et d'activation qui est probablement maintenant ce qu'on considère être l'étape principale du traitement d'endodontie. C'est-à-dire c'est l'objectif principal, l'obturation étant un objectif secondaire. Il y a plein d'outils qui existent pour faire de l'activation. On va pouvoir faire de l'activation en remuant un cône à la main avec une précelle. On va pouvoir faire de l'activation avec des instruments rotatifs sur moteur qui ont une forme particulière. On peut faire de l'activation ultrasonore, donc c'est là qu'on va pouvoir parler des inserts. On peut faire de l'activation avec des lasers. Moi, c'est ce que j'utilise au cabinet. J'ai un Erbium-YAG pour faire l'activation. On va pouvoir faire de l'activation aussi avec d'autres procédés. Il y a des procédés, il y a le Sonando, mais alors c'est pas valide en Europe. Il y a plein de procédés. Mais l'objectif est toujours le même, c'est de potentialiser le produit d'irrigation pour essayer d'obtenir la meilleure désinfection possible et éliminer le plus possible les bactéries et les débris qu'on a accumulés dans la dent. Donc vous avez plusieurs choix pour faire de l'activation. Vous avez une pièce à main spécifique qui existe chez DTE par exemple. Là on parle de ce qui est disponible chez WAM, qui est faite pour, avec des inserts spécifiques. Mais vous avez aussi des inserts génériques qui se mettent sur les générateurs à ultrasons classiques, le D60, D62 ou D66, c'est la longueur qui va varier, hein. Et donc ça peut être une bonne option pour tester l'activation. Si vous êtes équipé avec un générateur à ultrasons et une pièce à main, vous pouvez très bien acheter un de ces inserts et commencer à faire ce qu'on appelle de la PUI, donc de l'activation par ultrason. Et ça fonctionne très bien. Il y a même, mais je ne l'ai pas testé, mais c'est peut-être intéressant, j'aimerais que quelqu'un teste, et j'ai jamais trouvé personne qui a testé. Il existe un insert qui s'appelle le D70, qui est large comme ça, métallique, sur lequel vous venez mettre des inserts souples en plastique. L'avantage, je pense, c'est que c'est moins sujet à se rester coincé dans des. Enfin, à moins fonctionner si ça touche des parois. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien voir fonctionner, mais j'ai encore trouvé personne qui teste. Si quelqu'un d'entre vous teste et peut m'en parler, moi, ça m'intéresse. Je vous donne mon protocole d'activation rapidement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais commencer par mettre 30 secondes de DTA. Donc, activer pendant 30 secondes le DTA. Alors, le D70, c'est pas un équivalent du EDI. J'ai besoin de voir la question sur ma montre. L'EDI ne génère pas de cavitation. L'EDI génère des eddies, ce qui est des vortex assez spécifiques. Moi, j'adore l'EDI, c'est ce que j'utilisais avant d'avoir le laser. Je ne pense pas que le D70 soit capable de former des eddies. Je ne sais pas s'il fait de la cavitation. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait voir à l'œuvre pour voir si ça vaut le coup. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Donc, je reprends mon protocole d'activation. Donc moi, je mets 30 secondes de DTA. Ça va permettre d'éliminer tout ce qui va être débris minéraux, toute la boue dentinaire qu'on a créée avec la préparation. Ça va permettre de libérer cette boue dentinaire qui bouche les tubuli. Ensuite, on rince avec donc généralement du sérum Phi. Alors moi, je le fais plus ça, j'envoie directement de l'hypo, mais c'est vrai que dans toutes les publications, on voit un rinçage au sérum Phi. Euh, Et puis ensuite, je vais faire 3 fois 30 secondes d'hypo et 30 secondes où je laisse l'hypo tranquille dans le canal quand j'ai activé canal par canal. Ça, c'est ce qui va permettre de faire la désinfection. Hypo au moins à 2,5%. Moi, je suis avec du 5 maintenant, mais le 2,5, c'est très bien. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un bon taux de réussite en endo. C'est très, très important. Enfin, on va parler de ce qu'on peut faire au niveau obturation et nettoyage. Mais je me rends compte que j'ai raté une slide. Attendez, je vais revenir.
parce qu'il y a une slide que j'ai ratée. Il y a une slide qui a disparu. Ah, je vous la sortirai après. On n'a pas parlé de l'ED15. Et je viens de me rendre compte qu'on n'a pas parlé de l'ED15. Il est là, justement. Et je l'avais déjà mis dans ma liste parce que j'en parlais normalement avant. Donc on va se remettre où on en était et on va reparler après. Le D15 est un instrument très important. Donc, quand on a fini l'activation et qu'on en est à l'obturation, les inserts à ultrasons sont un très bon moyen pour couper la gutta et condenser. Maintenant, moi, j'utilise j'obture à la biocérame, donc une obturation à froid. Pour finaliser l'obturation, c'est très pratique. Que vous ayez un ED3, un ED18 ou un ED15, peu importe en fait, hein, ils fonctionnent tous pour faire ça. Ça va vous permettre de couper la gutta à sec très facilement, de faire une petite condensation verticale pour avoir un bon bouchon de gutta à l'entrée de vos racines. Et ensuite, vous pourrez mettre un petit coup d'eau pour éliminer toute trace de ciment et de débris. Et vous avez une cavité qui est nickel et ça a pris 3 minutes. Je vous montre sur une vidéo un petit peu. Alors là, on est sur la prémo sur laquelle j'ai enlevé le tenon fibré tout à l'heure. Donc, j'ai pas un gros accès, donc c'est pas très pratique pour bosser, hein. C'est des petites cavités d'accès parce que là, je fais un traitement sur une nécrose, sur une dent qui a été coiffée et je vais essayer d'abîmer le moins possible la prothèse. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des cavités si petites, hein. Et donc, je vais pouvoir couper la gutta progressivement, puis la condenser un petit peu verticalement pour faire un bon bouchon, puis me servir de l'insert pour rincer aussi, pour au final avoir comme ça, voilà, une cavité qui est bien nettoyée, avec ma gutta qui est coupée au niveau des entrées canalaires, et pour pouvoir faire ensuite ma reconstruction en composite dans la foulée sans problème. J'ai coupé en 4 morceaux parce que sinon, regarder tout d'une traite, c'est pas très intéressant. Mais voilà, on arrive à avoir en bas à droite, on voit la gutta qui est bien coupée aux entrées. Alors on peut fignoler tranquillement, voilà, pour éliminer les petits excès qui restent. Et ça permet de facilement mettre en œuvre son obturation sans avoir besoin d'acheter des appareils qui chauffent ou autre. Ça fait tout le boulot. Donc retenez bien, à froid pour couper, enfin à sec pour couper, et ensuite avec de l'eau pour enlever le ciment. Là, un autre exemple. Alors là, c'est un exemple où je me sers donc des ED15 pour faire une cavité d'accès. Donc là, j'ai juste fait une effraction dans la corne à la fraise. Et je vais pouvoir maintenant travailler tranquillement. Alors là, je ne sais pas quel insert j'ai. Ça doit être l'insert diamanté, je pense. On va voir quand il ressort. Et donc le principe va être d'ouvrir progressivement. Non, ça c'est le D18, ça c'est l'insert à lame, je pense. Voilà, d'ouvrir progressivement ma cavité d'accès et d'arriver à mes entrées canalaires sans prendre de risque de perforation, sans risquer de surpréparer et surtout en pouvant regarder ce que je fais. J'arrive à voir où c'est que je travaille sans être gêné par la tête du contre-angle. Et petit à petit, je vais pouvoir comme ça ouvrir mes entrées canalaires en éliminant le moins possible de dentine. On va accélérer un petit peu. Voilà, là, le travail sur les autres entrées canalaires. Et petit à petit, on va ouvrir comme ça la chambre et avoir les accès à toutes les racines. Tout en ayant une entrée qui est somme toute assez réduite, hein, et on voit bien toutes les entrées. Voilà, la palatine, la mésio-vestibulaire en haut à gauche, la disto-vestibulaire selon cet axe-là. Voilà, j'arrive à avoir un axe visuel direct sur toutes mes entrées canalaires. Je sais que je ne vais pas avoir de contraintes quand je vais aller instrumenter. Bon, ça tombe mal parce que je crois que voilà, ça c'est une dent que je n'ai pas instrumentée. C'est un protocole un petit peu expérimental qui consiste à ne pas préparer l'intérieur des racines. Donc ça c'est l'obturation avec des cônes très fins parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Et on se sert des inserts pareils pour couper la gutta et venir condenser la gutta au niveau des entrées. Accélérer un peu, voilà, ça permet de bien fignoler. On condense bien partout, on nettoie. Et ensuite, je vais pouvoir réobturer au compo. Il y a encore un peu de gutta qui traînait, voilà, on va l'enlever. Mais ça permet de bien finir l'obturation au niveau des entrées canalaires. Voilà.
Et ça donne ça, voilà, ça c'est un traitement sans lime, hein. Bon, c'est un peu particulier, mais j'aurais pu instrumenter, ça aurait été la même chose. Le but, c'était pas de parler de la séquence d'instrumentation, mais plutôt de la séquence de préparation à cette instrumentation. Donc, on en revient sur le D15, qui est finalement, ou c'est ED14 ou ED15? Non, c'est ED15 que j'utilise dans mon kit, c'est pas ED14. Le D14, il est plus long. Le D15, il ressemble beaucoup à... Non, il y a le D15 et j'ai le D14 en plus, moi. Ouais, pardon, je vous dis des bêtises. Donc, le D15, je l'ai systématiquement dans mon kit. Il ressemble à le D6, mais il est plus massif. Il vibre beaucoup plus fort. Il n'est pas capable, lui, d'être précourbé. C'est celui qui sert beaucoup pour préparer les entrées des MV2, des trucs comme ça. Il est très très efficace. On peut descendre dans les racines avec. Mais attention, il travaille quand même nettement plus fort que le D6. Le D14, c'est une version plus longue de le D15 qui, moi, me sert pour quelque chose de très spécifique. C'est venir fragmenter des instruments fracturés quand je les sors, quand ils sont trop longs. Donc, en gros, c'est quelque chose que j'ai dans mon kit, mais parce que j'avais 6 places. Je ne vous recommande pas de le mettre dans votre kit, ça ne vous apportera pas grand-chose. 5 instruments, c'est bien aussi. Ça vous laisse la place pour le sixième, surtout si vous voulez tester notamment l'activation. Ça vous laisse une place pour un instrument d'activation. Le D15 s'utilise jusqu'à 50% de puissance en G parce qu'il est un peu plus massif que le D6. Il y a la slide qui a disparu, je suis désolé, je ne m'en suis pas rendu compte. Euh, on s'en sert, en fait, on va avec le D3D et le D18 jusqu'au niveau des entrées canalaires. Et dès qu'on doit dépasser les entrées canalaires ou travailler ces entrées canalaires, généralement, moi, je bascule sur le D15 qui est vraiment l'insert à tout faire en endo. Et le D6 va servir lui plus pour désobturer, pour être un petit peu plus précis, petit peu plus doux que le D15, parce que le D15 va quand même bien enlever de la dentine, hein. C'est un instrument qui travaille bien. Alors, ce qu'on peut faire aussi avec des inserts endo, c'est de la dépose d'instruments. Mais là, pour ça, on va commencer à être dans des utilisations très spécifiques. Donc moi, j'en ai un de kit de dépose avec le D87, le D88, le D89. C'est très technique à utiliser. Ça ne s'utilise pas sans s'être préparé à l'avance à s'en servir. Ça fonctionne bien. C'est pas magique non plus, mais ça fonctionne bien. Mais avant de vous en servir, parce que je sais que ce kit est dispo chez WAM et qu'il est quand même, c'est un joli kit, allez voir les chaînes YouTube, la chaîne YouTube du docteur Teraoshi, qui est celui qui est à l'origine de ce kit, hein. Et il offre en fait plein de vidéos où il explique ses stratégies de dépose des instruments. C'est très didactique, c'est très intéressant. Et il va vous montrer des cas où vous ne voyez pas l'instrument, des cas où vous voyez l'instrument, des instruments fracturés derrière des premières courbures, derrière deux courbures, et où il va vous permettre de comprendre un petit peu la logique dans la dépose d'instruments. Avant de se lancer, c'est important d'aller voir. On peut faire des très belles choses avec, mais alors surtout ne vous en servez pas sans vous y être préparé, vous allez juste les gâcher, hein, et ça pète très très vite. Enfin, on va aborder un dernier point. Donc, je ne sais pas qui ici fait de la chirurgie endodontique ou des résections apicales. La chirurgie endo, c'est finalement pas si compliqué que ça à faire si on s'y prépare. C'est pas un acte qui est très particulièrement technique, mais pour faire de la chirurgie endo, il faut nécessairement des inserts qui ont cette forme-là. Parce qu'il va falloir aller travailler au niveau de l'apex de la dent et désobturer depuis l'apex. Et donc, on a besoin de ces inserts qui sont coudés 2 fois pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors, la chirurgie endodontique, elle est rarement pratiquée, mais plus souvent, l'est la résection apicale. La résection apicale, c'est une technique qui a moins de 50% de succès. Parce que la plupart du temps, elle ne répond pas aux besoins qu'il y a. C'est-à-dire qu'imaginons qu'il y a une dent qui a un échec endo sur une 6 du haut qui a un échec endo sur sa racine mésiovestibulaire parce que le MV2 n'est pas traité, bah, c'est pas parce qu'on va couper l'apex de la racine mésiovestibulaire que ça va changer grand-chose, hein. Par exemple, c'est un cas aussi très souvent sur les incisives du bas. Les incisives du bas ont souvent 2 canaux. On a souvent des échecs d'endo sur les incisives du bas parce qu'il n'y a qu'un seul des 2 canaux qui a été traité. Bah, si on ouvre et qu'on coupe l'apex, ça ne va absolument rien changer à la situation. Par contre, si vous intégrez après votre résection apicale une désobturation, une désinfection, une réobturation, là par contre, on arrive avec un taux de succès qui est supérieur à 90%. Donc pour ceux qui pratiquent la résection apicale et qui ont déjà l'habitude de l'accès chirurgical, rajouter la désobturation et passer à la chirurgie endodontique, c'est finalement pas si compliqué que ça. Donc moi, quand je me suis lancé en chirurgie endo, ben, il fallait acheter les kits
Endo Success qui coûtait très très cher, hein. J'en ai eu pour 1000 € mon kit de 5 instruments. Et en fait, maintenant, on peut se faire son propre kit, toujours pareil avec des inserts qui valent à peu près 25 € pièce, hein, entre 20 et 25 € pièce, et qui en plus sont meilleurs que le kit Endo Succès. Principalement parce que le kit Endo Succès, en fait, il y a 3 inserts qui n'ont que 2 courbures dans l'axe avec les 3 longueurs différentes, et il y a 2 inserts qui sont coudés et qui permettent d'avoir un accès par la droite, un accès par la gauche, mais ils sont courts. Il y a que les versions 3 mm qui existent. Alors que maintenant, avec les inserts de chez Woodpecker, on peut se faire un kit avec des inserts qui sont coudés droite et gauche de 3 ou de 5 mm, donc qui sont plus longs. Et moi, je mets un insert de 9 mm, le D3D, en plus pour les cas où j'ai besoin de remonter très très haut. Alors lui, il est forcément droit, il n'existe pas en coudé, mais ça permet finalement de faire des préparations à 5 mm beaucoup plus facilement, alors qu'avec le kit Endo Succès de base, bah, j'étais limité à 3 mm, ce qui est un peu plus embêtant. Je vous montre vite fait ce que ça donne une scie rando. Alors là, ce sont les étapes préliminaires à l'accès. J'espère qu'il n'y a personne qui mange, hein, que ça vous gêne pas de voir ça. À l'accès à la racine, l'incision, décollement. On arrive sur la zone où il y a la lésion. Alors moi, je fais l'ostéotomie et la pisectomie au laser, mais bon, généralement c'est à la fraise qu'on fait ça. Et une fois qu'on est arrivé voilà, sur la racine, on va pouvoir travailler avec nos inserts. Hop, en se mettant, bah là, on voit le petit point de gutta que je veux désobturer. Donc on va se mettre dedans avec l'insert ultrason. Alors là, c'est un insert droit que j'utilise parce que j'avais pas justement le bon insert coudé. C'est moins pratique qu'avec un insert coudé finalement. J'aime pas ces inserts droits. Et on va pouvoir comme ça venir désobturer et petit à petit agrandir en fait l'apex et avoir une zone bien désinfectée qu'on va pouvoir reboucher ensuite et s'assurer ainsi de l'étanchéité du canal vis-à-vis de la zone périapicale. Voilà, on voit petit à petit l'insert qui va de plus en plus loin et qui va élargir cette zone et permettre la désinfection par la préparation mécanique et nous permettre aussi d'aller désinfecter ensuite avec des irrigants pour pouvoir avant de reboucher. Voilà, on va accélérer un peu. Hop. Voilà, on rentre de plus en plus profondément en sortant un peu de ciment à chaque fois et un peu de gutta. Voilà, je suis arrivé quasiment au bout. Là, c'est un insert de 6 mm, donc j'ai une préparation sur 6 mm, ce qui est quand même pas mal. Ça permet de s'assurer d'une bonne désinfection. Et on voit là, voilà, le canal qui a été ouvert. On voit la gutta au fond et toute cette zone que je vais pouvoir reboucher. Ça remet ça. Voilà. Donc, pour conclure cette petite présentation, moi, pour ma part, les ultrasons sont des outils qui sont indispensables dans ma pratique. Je les sors sur l'intégralité de mes traitements. Il y a des traitements où je me sers de la fraise quasiment pas et où je vais me servir énormément des inserts. Et il n'y a pas de traitement où je ne mets pas mes inserts en service. Vous trouverez en plus d'autres inserts qui sont adaptés à l'omnipratique et qui sont faciles à intégrer. Ça vaut le coup de tester. Je vous conseille très fortement d'essayer de vous y mettre. Alors, je sais que WAM va proposer les kits que j'ai proposés là, le kit d'Endo et le kit de Shear. Mais n'hésitez pas à vous faire vos kits vous-même si ça ne vous convient pas, hein. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille dans votre pratique de tous les jours, quoi. Ça va vous rendre bien des services. Voilà, merci à vous. Place aux questions. Euh, je vais alors fermer ma fenêtre en plein écran et pouvoir voir un peu quelles sont les questions qui ont été posées. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, je ne vois pas de questions. Je pense que tu as été suffisamment clair. J'ai retrouvé ta slide sur les entrées Ah, canalaires. Est-ce que ok. tu veux que... Oui, Ah, oui, si, on va la il y a mettre. une... Ouais, on va la mettre et partager. Hop. Alors, quel appareil j'utilise? Moi, j'utilise le D600 de Woodpecker. C'est un appareil qui est compatible Satellec. Je l'aime bien parce qu'il a ce mouvement de va-et-vient.
qui permet d'un peu mieux contrôler la manière dont on travaille avec la serre. Je sais quand je martèle avec le bout de mon instrument, je sais quand je vais balayer le long de mon instrument parce qu'il travaille toujours dans le même sens. Euh, et il fonctionne bien. C'est le DTE, non mais c'est le DTE, je crois. Je suis pas sûr que ça soit le Woodpecker, je crois que c'est le DTE, le D600, c'est la version DTE. Euh, un petit truc d'ailleurs, quand vous installez ça, parce que moi j'ai galéré au début, on alterne souvent entre de l'eau et pas de l'eau. Alors, vous allez soit mettre de l'eau avec une arrivée directe derrière, soit mettre de l'eau dans le réservoir qui est au-dessus. Ce qu'il faut impérativement quand vous allez ouvrir l'arrivée d'eau de ce que vous utilisez, il y a un bouton après sur l'appareil pour mettre soit l'eau qui vient du circuit, soit l'eau qui vient du réservoir. Donc en gros, si vous avez l'eau qui arrive au circuit, quand vous êtes en mode réservoir, bah, c'est quand vous n'avez pas d'eau et inversement. Pensez bien à fermer l'arrivée d'eau là où vous n'avez pas l'eau qui arrive. Ça permet en fait que la tubulure ne se purge pas pendant que vous avez de l'air qui arrive par cette entrée. Et ça vous permettra donc de garder l'eau dans la tubulure et d'avoir donc dès que vous coupez l'eau, instantanément l'eau qui se coupe et dès que vous remettez l'eau, instantanément l'eau qui arrive. Alors quand on travaille avec le réservoir, je crois que ça fait pas le problème parce que naturellement, quand on bosse sur le réservoir, l'entrée qui est derrière, elle est bouchée. Mais moi, comme je suis arrivé avec un tuyau d'eau derrière et donc je me sers pas du réservoir, et j'ai dû condamner l'arrivée d'eau du réservoir, penser à bien la fermer à fond, quoi. Voilà. Donc la slide que je disais voilà, sur les entrées canalaires, bah, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est le ED15 qui est rigide, qui a ce bout qui est plutôt pointu, très précis, qui vibre bien et qui est très très efficace. C'est celui dont je me sers probablement le plus dès que j'ai dépassé la chambre pulpaire. Bah, moi, je suis pas sur le réservoir. Moi, je suis sur l'arrivée d'eau. Enfin, j'ai fait venir une petite tubulure depuis mon kart. Et donc, j'ai l'arrivée d'eau du kart qui vient dans le générateur. Donc, je sais pas combien il consomme. J'ai jamais essayé avec le réservoir. Je pense quand même qu'il y a un peu de réserve, hein. Il est pas mal le réservoir dessus. C'est pas la peine de prendre une machine monstrueuse de toute façon pour Fernando, hein. Je sais pas combien ça coûte un D600, mais c'est très raisonnable, hein. Si vous avez pas. Après, ça dépend ce que vous avez au fauteuil. L'inconvénient, moi avant, j'avais qu'un Soniflex et un détartreur compatible Satellec ou EMS au fauteuil, ça marche très bien. Et moi, Alors, j'avais une pièce à main compatible Caveau qui se mettait sur le raccord Caveau turbine au fauteuil. Après, par contre, je ne sais pas si Caveau fait un piezo indépendant. Il faut voir quel est le type d'insert qu'on peut mettre dessus. Je crois que les inserts Caveau, il n'y a pas beaucoup d'équivalents qui existent, et pas en endo du moins. Il y a des inserts de préparation de mm, prothèses, mais il n'y a pas des inserts endo sur le Caveau, mm. de De toute mémoire. façon, on essaiera de répondre un peu plus techniquement à ces compatibilités par la suite, si vous voulez. Je vois la demande du docteur Rivarel et j'essaierai de faire des recherches aussi et vous donner un peu plus d'informations sur cette partie compatibilité plus technique. Actéon, c'est Satellec, hein, je crois, c'est ça, les inserts Actéon, Mm, mm. c'est Satellec, donc C'est ça, tout à fait. c'est les versions D, c'est DTE et c'est les versions D, c'est-à-dire c'est ceux que j'utilise moi, ED15, tout ça. Oui, Les versions E sans le D, c'est les versions EMS, donc c'est l'autre pas de vis. c'est ça. Parce Après, que là, je suis sûr qu'ils sont très gentils chez WAM et que si vous vous gourrez de pas de vis, vous pouvez leur envoyer, ils vous donnent les bons, hein, j'en suis quasiment sûr, hein. j'en suis quasiment sûre aussi, Geoffrey, mais bon, on renseigne avant. C'est vrai que quand la commande arrive et que on voit qu'il y a peut-être quelque chose de pas logique dans la commande par rapport au reste du panier, en général, on a un WAMiste qui rappelle le client Oui. pour confirmer la commande, surtout sur les inserts, on est vigilant. L'avantage, c'est qu'une fois que vous savez quelle version vous devez utiliser, bon, après, c'est facile à mettre en pratique, hein. C'est toujours la même compatibilité, hein. Exactement. Ah, il y a Samia qui demande si je prends un DTE, je pourrais tout de même mettre des inserts Satellec ou EMS. Sur le DTE, ça sera les inserts Satellec. Satellec. Le DTE, c'est Satellec et les Woodpecker, c'est EMS, en fait.
Moi, je dois avouer que j'ai pris le DTE pour Satellec parce qu'à l'époque, je faisais encore de l'omnipratique et les paros recommandaient le mouvement Satellec, c'est-à-dire le mouvement de va-et-vient. Mmh. Et le problème des EMS et donc des copies EMS de Woodpecker, c'est que ça fait le mouvement d'ellipse que les paros aiment moins. Alors en endo aussi, globalement, c'est quand même mieux d'avoir un mouvement de va-et-vient, mais c'est beaucoup moins fondamental, c'est pas bien grave. Si vous avez un générateur EMS, à mon avis, vous verrez pas vraiment la différence à bosser avec des inserts EMS sur un générateur EMS, hein. Les seuls dont je connais pas la compatibilité, c'est les pièces à main Sirona. Je sais pas quel type de pas de vis c'est. Si c'est des pas de vis spéciaux ou si c'est EMS ou Satellite. J'ai jamais su. J'ai jamais eu sous la main. Ouais, mais je crois que Sirona, globalement, c'est compliqué. De toute façon, au bout d'un moment, il faut, je pense, lâcher l'affaire et se prendre son générateur à part parce que bon. Moi, personnellement, j'ai mon fauteuil, je n'ai plus du tout d'appareil intégré. J'ai un carte avec des trucs, j'ai des appareils indépendants et au moins, si j'ai un truc qui tombe en panne, j'ai pas tout qui tombe en panne. Mais c'est vraiment un choix hein, d'organisation. Euh, Parce que c'est toujours mieux d'avoir un appareil. Bon, il faut réussir à bien l'intégrer dans son champ de travail pour pas que ça soit compliqué de le sortir, hein. Faites en sorte de toujours l'avoir à portée de main. Mais finalement, avoir un petit appareil indépendant, ça évite pas mal de complications s'il y a un problème, quoi. Ça fait juste beaucoup de pédales au pied. Moi, j'en ai un paquet maintenant. Alors, moi, j'ai un AI Motor. Oui, la question de Samia, Juste que c'était ça. pas le sujet, mais enfin, quel moteur utilisez-vous? Quel moteur Ando? Mmh. J'utilise l'AI Motor pour absolument tout. Parce que le moteur fait absolument tout, en fait. Je pense que sur ça, Woodpecker a absolument détruit le marché. Il y a pas de, il y a pas mieux et il y a pas d'équivalent à ce type de moteur. C'est léger, ça marche bien, le localisateur est précis, ça fait pas de bruit, ça tient la charge longtemps, ça fait tous les mouvements qu'on veut. Il n'y a pas grand-chose à redire, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, de toute façon, vous n'hésitez pas. Moi, je suis contactable facilement sur Facebook. Si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas à me contacter, hein. Je traîne sur DDF, je suis facile à trouver. Ouais, on va peut-être, du coup, si on a répondu à toutes les questions, on va pouvoir clôturer. Alors, je cherchais juste, est-ce que tu as arrêté le partage, Geoffrey, pour Ah, conclure? oui, pardon, C'est pas pardon, grave. pardon, pardon, je le remets. C'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, je vais chercher Il est là. la présentation de mon côté. Par contre, on va tous retaper. Ah, c'est la joie des partages et des repartages, mais c'est pas grave. Voilà, donc, bah, écoutez, on vous remercie d'avoir, passé, ce temps, ce début de soirée avec nous. Un grand merci à toi Geoffrey, pour ces tips, qui, Euh, on l'espère, vous donneront envie de faire vibrer vos traitements, endo dès demain. Demain, vous recevrez donc, le replay de ce webinar accessible pendant 1 mois et vous aurez en plus une petite surprise, donc n'hésitez pas à consulter vos mails, provenant de WAM dès demain dans la matinée. Avant de nous quitter, notez que, on sera présent au congrès ADF à Paris, à Porte-Maillot fin novembre, avec plusieurs mini-confs pour partager, d'autres astuces et tester, nos dispositifs phares et nos nouveautés. Donc, restez connectés. Le programme complet arrive très vite. Et si vous comptez venir à l'ADF, inscrivez-vous pour réserver votre place. Merci encore. Belle soirée à toutes et à tous. Et on se donne rendez-vous en ligne ou en direct à l'ADF. Bonne Merci soirée. Geoffrey. Bonne Merci, soirée. À merci à vous. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.